Vous êtes sur Africable Télévision. Merci de nous rejoindre dans votre édition consacrée à l'actualité de la mi-journée. Voici à présent les titres de ce journal. Dans l'actualité, la présidentielle tunisienne ce dimanche, dernière ligne droite pour les deux candidats. Le face-à-face Béji Caïd Essebsi, Monsef Marzouki changera-t-il la donne? Les éléments de réponse dans quelques jours. Nous irons également au Cameroun avec ce nouveau rebondissement dans l'affaire Albert Ebossé. L'attaquant de la JS Kabylie n'a pas été tué par un objet tranchant lancé des tribunes, mais il aurait été tabassé dans les vestiaires. Les proches du footballeur réclament la vérité et la justice. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. C'est sur le Mali que nous ouvrons ce journal. L'Aménokal, le chef traditionnel des Iforas, Ntala Agataher, est décédé à Kidal dans le nord du pays à l'âge de 87 ans. Il était souffrant depuis une semaine. La nouvelle est confirmée ce jeudi par son fils et par des notables de Kidal. Il fut une figure très respectée et écoutée du monde touareg jusqu'à ces derniers jours. Il était le chef des Iforas depuis 1962 et une personnalité incontournable des rébellions touareg qui ont agité le nord du Mali. Direction la Tunisie, dernière ligne droite pour les deux candidats à la présidentielle de dimanche. Le président sortant Monsef Marzouki et le chef de Nida Tounes, Béji Caïd Essebsi, ont jusqu'à ce soir minuit pour faire campagne. Alors, qui est Béji Caïd Essebsi, présenté comme le favori de cette présidentielle? Redécouvrons sa personnalité dans ce journal. Ministre sous Bourguiba, à la tête du Parlement sous Ben Ali, Béji Caïd Essebsi se présente comme le garant de l'autorité de l'État. Premièrement, j'aimerais le retour de l'État. Mais quel État? Un État de droit dans lequel les citoyens et les citoyennes soient égaux devant la loi. Et un État juste pour que tout être humain y trouve ses droits, et pas un État de favoritisme. À l'inverse de son adversaire, il s'affiche bien entouré, fier du soutien officiel de plusieurs partis. Il a le sens de l'État, Deuxièmement, le sens de l'union également. Vous voyez, cette image-là, je ne pense pas que Marzouki peut réaliser une telle image. Les partis qui le soutiennent n'osent même pas le soutenir donc devant les médias en public. Souvent qualifié à tort de laïque, le parti qu'il a fondé se décrit comme séculier. Nous sommes un parti qui n'est pas anti-islam. Nous sommes un parti qui est contre l'islamisme, c'est-à-dire l'effort politique d'utilisation de l'islam pour des fins politiques. Mais nous considérons aussi un parti séculier. Et quand on dit séculier, on n'est pas contre la religion, nous sommes tous musulmans. Pourtant, Béji Caïd Essebsi n'hésite pas à utiliser la religion dans la campagne, comme lors de cette visite à un mausolée soufi. L'homme se définit comme un disciple de Bourguiba et certains s'inquiètent d'une omniprésence de Nida Tounes au Parlement et à la présidence en cas de victoire, mais le parti veut rassurer. En matière de démocratie, évidemment, Bourguiba n'avait pas franchi le pas. Il a essayé de le faire, mais cela n'a pas réussi. Au XXIe siècle, évidemment, la démocratie devient l'une des composantes fondamentales de tout État. À 88 ans, le candidat est loin d'être une figure de la jeunesse tunisienne, mais il table sur son expérience d'homme d'État. Les Palestiniens ont soumis au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution pour obtenir l'indépendance de leur État. Le projet vise à mettre un terme à l'occupation israélienne d'ici 2016. Les États-Unis menacent d'y opposer leur veto. Pour éviter ce scénario, les Palestiniens se disent prêts à apporter des amendements. Le texte suggère d'aboutir à un accord de paix avec Israël d'ici un an. Il mentionne comme un des paramètres d'une solution de négocier la fin de l'occupation israélienne commencée en 1967, dans 2 ans au maximum. 2 délais d'emblée rejetés par Israël et les États-Unis qui ont menacé de dégainer leur veto. Afin d'éviter une nouvelle fin de non-recevoir du fidèle l'ami d'Israël, Ramallah a d'ores et déjà courbé l'échine, affirmant qu'elle est disposée à amender cette motion présentée par la Jordanie, seul pays arabe au Conseil de sécurité. Outre cette offensive diplomatique anti-Israël, hier d'autres banderilles cinglantes ont été décochées sur l'État hébreu. En quelques heures seulement, le système judiciaire européen retire le Hamas de la liste des organisations terroristes. Les États membres de la Convention de Genève se réunissent pour convenir de plusieurs résolutions à l'encontre de Tel Aviv et le Parlement européen se prononce sur une version adoucie d'une résolution reconnaissant
l'État palestinien. Sans oublier que ces dernières semaines, plusieurs organes législatifs des 28, des cortèges au Palais Bourbon, en passant par le Palais de Westminster, se sont prononcés en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien reconnu par le gouvernement suédois le 30 octobre dernier. Nous poursuivons avec l'actualité. La Corée du Nord à la une de l'actualité aux États-Unis ces derniers jours. Elle est soupçonnée d'être derrière le piratage de Sony. Le groupe a donc décidé d'annuler la sortie du film L'interview qui tue, un film qui mettait en scène le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. La Maison-Blanche prend l'affaire très au sérieux et parle d'une grave affaire de sécurité nationale. C'est une affaire hollywoodienne qui se transforme en problème de sécurité nationale. Le piratage des données de Sony par des hackers et l'annulation de la sortie du film L'interview qui tue font réagir sur la scène politique. Mais la Maison-Blanche se veut prudente et refuse d'incriminer la Corée du Nord. C'est quelque chose que nous traitons comme un problème de sécurité nationale. Il existe des preuves indiquant qu'il y a une activité destructrice avec une intention malveillante initiée par un acteur sophistiqué. Nous sommes conscients qu'il faut une réponse proportionnée. Cette affaire fragilise les États-Unis. La cyberattaque opérée sur son sol pourrait en entraîner de nouvelles. Le sénateur républicain John McCain appelle à légiférer et accuse lui directement Pyongyang. Le fait que la Corée du Nord ait un tel pouvoir doit être un cri d'alarme. Imaginez ce qu'il pourrait faire sur d'autres aspects de la vie américaine. Il est temps que le Congrès se réunisse avec l'administration pour voter une loi sur la cybersécurité. De son côté, la Corée du Nord a nié derrière cette attaque. Certains spécialistes en cybersécurité doutent d'ailleurs de la capacité de Pyongyang à dérober de telles informations et privilégient le scénario d'une attaque interne. Il y a deux raisons pour lesquelles on soupçonne un acte interne dans l'affaire Sony. L'une d'entre elles est la taille des données volées, qui est de 100 téraoctets. Cela revient à prendre la bibliothèque du Congrès, multipliée par 10 et à transférer le tout. Donc les coupables devaient avoir beaucoup de temps devant eux pour extraire ces données de Sony. Les données volées incluent également des détails de comptes en banque, des adresses et les dossiers médicaux de centaines d'employés de Sony. Un événement qui rappelle à quel point les compagnies sont vulnérables face aux cyberattaques. Et dans le reste de l'actualité, 5 jours après la démission du Premier ministre Laurent Lamotte, la crise politique ne s'apaise pas en Haïti. Des milliers de personnes ont à nouveau manifesté aujourd'hui à Port-au-Prince, la capitale, pour réclamer une nouvelle fois le départ du président Michel Martelly. Michel Martelly qui n'a toujours pas choisi de nouveau chef de gouvernement. L'ONG Save the Children tire la sonnette d'alarme et il y aurait jusqu'à 10 000 enfants soldats en Centrafrique. Ces 2 dernières années, le nombre d'enfants, des filles et des garçons recrutés par les milices a été multiplié par 4 selon l'ONG. Alors, certains de ces enfants ont été enlevés ou contraints de rejoindre les groupes armés. D'autres ont accepté d'être enrôlés contre de l'argent et une protection parfois, simplement pour être nourris et vêtus. Parlons santé à présent. Mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida à l'horizon 2030, c'est-à-dire l'horizon 2030. La 5e session du Conseil national de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, c'est son leitmotiv, est consacrée à l'évaluation du plan stratégique de lutte contre la maladie. Des efforts soutenus par une volonté politique, nous martèle ce reportage. Le Conseil national de lutte contre le sida veut mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida en Côte d'Ivoire à l'horizon 2030. Cette 5e session du Conseil national de lutte contre le sida est ainsi consacrée à l'évaluation du plan stratégique de lutte contre le VIH-Sida. La pandémie du sida est une menace pour l'existence humaine. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, secrétaire exécutif du CNLS, Madame Raymonde Goudou, a présenté les résultats programmatiques 2014 et défis face aux enjeux de la réponse au sida. Au niveau des indicateurs, nous souhaitons atteindre une prévalence de 1,8, mais le président de la République nous a dit 1 point. Donc nous allons nous battre pour y arriver. Le président de la République, Alassane Ouattara, président du Conseil national de lutte contre le sida, s'est félicité de la qualité des présentations et des échanges. Il s'est engagé à insuffler un souffle nouveau à la lutte contre la pandémie du VIH-Sida.
La Côte d'Ivoire est enfin sur la bonne voie. La prévalence qui était à 2 chiffres dans les années 90 est maintenant à 2,7. Donc les résultats enregistrés sont au-delà des espérances. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs manifesté sa reconnaissance et encouragé les 15 Ivoiriens qui vont être déployés dans les pays durement touchés par l'épidémie à virus Ebola, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Et nous en venons à ce drame qui avait bouleversé le Cameroun. C'était il y a 4 mois environ, la mort d'Albert Ebossé à l'issue des matchs en Algérie. Une contre-expertise camerounaise contredit l'autopsie algérienne. Au Cameroun, les proches du footballeur réclament la vérité et la justice. Il aurait été tabassé dans les vestiaires. Peu après le drame, une vidéo sur Internet avait déjà semé le doute en montrant Albert Ebossé s'avancer vivant dans le tunnel menant au vestiaire. Au Cameroun, la thèse officielle de l'accident n'a jamais convaincu. Il était vraiment impossible qu'une ardoise. Bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais les ardoises, je ne sais pas quel genre d'ardoise pouvait filer quelqu'un jusqu'à l'intérieur des vestiaires pour pouvoir l'abattre. Vraiment, il y avait des doutes à cela. Rendu public ce samedi à Douala, le rapport de contre-autopsie réalisé par le docteur Mounet provoque un tollé en concluant formellement à un assassinat. Nous avons le traumatisme sur l'épaule, marqué par la luxation. Nous avons ce coup direct ayant conduit à la section de la clavicule et le coup porté sur la calotte d'une violence telle que la calotte s'est enfoncée. Tous ces éléments montrent manifestement qu'il y a eu lutte. Le projectile, aucun projectile ne pouvait provoquer tous ces dégâts. Choquée par le silence des autorités algériennes depuis le drame, la famille d'Albert Ebossé réclame aujourd'hui justice. Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? Il est mort par comment? Qu'est-ce qu'il a eu? Mon avocat a fait des correspondances, toutes ces correspondances que vous voyez ici, depuis bientôt 4 mois, il y a eu un mutisme total. Je me dis qu'il s'agit d'une conspiration qui s'est faite autour de mon fils. Je ne sais pas pourquoi. En attendant les conclusions de l'enquête algérienne, les avocats de la famille d'Albert Ebossé entendent porter l'affaire devant les instances du football mondial à Zurich, le siège de la FIFA. Ils se rendront par ailleurs en Algérie dans les semaines à venir afin de porter plainte contre X pour assassinat. Nous restons toujours en sport avant de refermer cette édition. Au Mali, c'est le Premier ministre Moussa Mara qui a procédé ce jeudi au coup d'envoi de la campagne de soutien aux aigles footballeurs et basketteurs. Les détails avec Yacouba Dansoko et Sekou Doumbia. Le coup d'envoi des compétitions internationales de 2015 de football et de basketball a été donné officiellement au Mali. En effet, la commission nationale ad hoc chargée de la préparation et de la participation des équipes nationales de football et de basketball du Mali aux phases finales des compétitions internationales en 2015 a procédé ce jeudi 18 décembre 2014 au lancement de la campagne de soutien aux aigles. Les performances pour l'année 2014 sont exceptionnelles. En effet, le Mali s'est qualifié dans 8 compétitions internationales, dont 3 en football et 5 en basketball dans l'ensemble des catégories. Au cours de cette cérémonie, le public a eu droit à des exhibitions en basketball et en football. Pour les plus hautes autorités, le Mali doit mieux faire que lors des éditions précédentes, c'est-à-dire gagner le trophée en Guinée équatoriale. Maintenant, nous voulons pas seulement participer. Si nous voulons tendre vers l'excellence, il faut que nous nous fixions des objectifs ambitieux. Rappelons qu'en 2015, en football, le Mali disputera les CAN seniors, juniors et cadettes. En basketball, les Aigles joueront le mondial junior féminin, la CAN de U16 féminin, la CAN de U16 masculin à Bamako, l'Afrobasket senior féminin au Cameroun, l'Afrobasket senior masculin en Tunisie. Voilà, c'est sur cette note de soutien que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, restez en notre compagnie. Les programmes continuent.